Bonjour, je m'appelle Federico Restrepo. Je suis designer, j'ai créé dans ma vie beaucoup d'objets et de produits pour plein de types de marques, accessoires, parfums, cosmétiques, spiritueux, bagagerie, et j'en passe, mobilier, décoration, Et j'ai d'ailleurs commencé le design par le gain, j'ai gagné la lampe d'or en fait au Salon international du luminaire. Alors en fait aujourd'hui je voudrais faire avec vous une sorte de masterclass. C'est un peu, je crois que pas beaucoup de gens comprennent, et même les designers eux-mêmes, ce qu'est le métier de designer. Alors évidemment il y a dans le mot design beaucoup de choses. Dessiner, design, dessin. Il y a aussi peut-être le fait que dans le design, il y a des sous-parties, à savoir le graphisme, les volumes, donc le primary packaging, le secondary packaging. Et puis tout ça a des connaissances, suppose des connaissances différentes. Quand je parle de connaissances différentes, j'entends le fait que quand on réalise et quand on travaille par exemple pour faire des flacons de parfum, eh bien c'est un savoir-faire qui était d'ailleurs il y a longtemps en fait réparti entre très peu de designers, ce qui m'a permis de gagner mes places et mes galons dans le monde de la parfumerie, puis dans le monde de la cosmétique. Et comme je suis un type un petit peu différent des autres, ayant fait des études un peu diverses puisque je n'ai pas étudié le design en tant que tel, eh bien j'ai pu proposer une vision, une façon, une facette du designer très complète et très différente. Je vais m'expliquer. Le conçoit, c'est d'abord un homme qui est au service des produits et de ses clients qui sont en général des marques, bien entendu. Alors on va commencer par le fait de parler de ce qu'est une marque. Car je crois que beaucoup de designers, surtout quand ils sont jeunes et un petit peu intempestifs, et qui se la jouent un petit peu égocentriques, ils ont l'impression que les marques sont leur terrain de jeu et que c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir inscrire leur lettre de noblesse. C'est totalement faux. C'est surtout certainement pas ce qu'il faut faire. Le métier de designer, c'est un métier, comme on dit en philosophie, de maïeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que la maïeutique? C'est un mot savant, mais en définitive, qui est simple à comprendre. C'est en fait la science de l'accouchement. Alors vous allez me dire, on n'est pas tous des mamans, mais non. En fait, c'est d'accoucher, de faire accoucher une idée à notre client. Alors quand je dis accoucher, c'est-à-dire que l'objet de mes premières relations, et je vous parle d'un temps évidemment dans lequel j'avais déjà exercé, parce que il faut bien comprendre qu'à l'origine, au départ de ma carrière, je ne raisonnais pas avec cette faculté. J'étais beaucoup plus un junior, quelqu'un, mais je vous expliquerai ce qui m'a permis de gravir les échelons, c'est l'écoute. Et on va y venir, qu'est-ce que c'est que l'écoute et pourquoi elle est importante. Un designer, c'est un homme qui doit rencontrer des clients, des marques, et puis ces gens cherchent souvent comment ils pourraient la développer, comment est-ce qu'elle pourrait devenir plus connue, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer. Bref, comment va-t-on évoluer? C'est là où on intervient. Alors, il y a des designers qui savent le faire, ce sont ce qu'on appelle les visionnaires de marque, dont aujourd'hui je considère que je fais partie. Si vous regardez mon portfolio, dans mes différents sites internet, restrepo-fils.com par exemple, qui est mon book de designer, eh bien vous verrez très vite que les styles sont très très différents. Et si on voyait ça sur une table, on n'aurait pas du tout pensé que c'était une personne et seule qui était derrière ça. Bien sûr, j'ai travaillé avec une équipe, mais enfin c'est moi qui quand même dirigeais les opérations et ce qu'on devait proposer à nos clients. La création, c'est certainement ce qui nous permet d'aller plus loin. Les marques doivent créer. Et je ne parle pas du luxe ou pas du luxe.
vous verrez bien vite que ce mot le luxe, c'est un mot que je n'aime pas du tout en fait. Parce que les gens se l'attribuent comme si on leur donnait une palme. Non. Moi j'ai travaillé pour des marques dites de luxe et qui font un travail de luxe. Par exemple Baccarat, quand ils m'ont fait travailler sur leurs parfums, là j'ai travaillé dans les règles du luxe. Parce que, croyez-moi, les flacons de parfums que j'ai fait pour Baccarat, c'était des choses extrêmement compliquées à fabriquer, faites tout à la main et avec le savoir-faire d'une cristallerie comme Baccarat. J'ai eu beaucoup de fierté à travailler pour cette marque et notamment pour Anne-Claire Tétinger qui m'avait confié, m'a donné une carte blanche en fait. Alors, toute l'histoire du design commence à la création, mais la création ne se fait que par rapport à l'écoute, parce qu'on travaille de nouveau, comme je vous le dis, pour les marques. Et moi, ce que je vais prendre comme exemple, si vous voulez, pour vous donner un petit peu et essayer d'expliquer aux jeunes designers comment, en fait, on devient un grand designer et par quels moyens on devient respectable, c'est déjà en écoutant. Ce qui me ramène au début de ma carrière. Au début de ma carrière, j'étais à la Sorbonne, en fait. Je venais de finir une maîtrise de philosophie et j'ai essayé de rentrer dans le monde de la création, du design. Ma mère était designer et a fait des créations célèbres. Comme je l'ai montré dans mes différents sites, ma famille est entièrement consacrée depuis des générations à l'art et à la création, justement. Ce qui donc m'a un peu naturellement guidé vers la création. Je suis d'ailleurs né avec un papier et des crayons à la main. Je savais pratiquement dessiner avant même de marcher. Alors, l'écoute, c'est quoi? En fait, quand j'ai commencé mon agence, ma première agence de design, Raison Pure, qui avait le nom d'ailleurs qui vient de l'histoire de la philosophie, puisque elle vient de la critique de la raison pure de Emmanuel Kant, que je n'aimais pas du tout au demeurant. C'est un rationaliste très, on va dire, très austère. Je me suis beaucoup plus rapproché d'autres philosophies et donc évidemment par la Sorbonne, notamment de l'hégélianisme, parce que j'ai eu les professeurs émérites qui étaient des gens extrêmement cultivés sur Hegel et Marx. Ce sont en fait les anciens élèves d'Althusser. L'écoute est une donnée fondamentale parce que, vous voyez, je ne serais pas devenu designer puisque, en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire du design, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais Federico, tu n'y penses pas, tu n'y arriveras jamais, tu n'as jamais étudié le design. » Bon, oui, c'est vrai, parfois je suis un peu prétentieux, donc je me dis « Mais de quoi je me mêle ?» Mais en vérité, c'est que je ne suis pas un type idiot. Vous savez, le design, ça ne demande pas non plus des études aussi approfondies que ça. La création, c'est une question d'état d'esprit. La puissance créative, ça c'est une énergie et un muscle qu'il faut avoir en tête. Et pour avoir ce muscle qui est puissant, il faut avoir une culture puissante. Ce que je prétends avoir, parce que j'ai étudié à l'université, que ce soit de la philosophie, de l'art, j'ai peint, j'ai fait beaucoup de choses, et j'ai été entouré dans un milieu d'intellectuels, artistes et créateurs. J'ai appris mon métier en écoutant les grands professionnels. Je prends par exemple des gens comme Chantal Ross, avec qui j'ai travaillé à l'époque de Jean-Paul Gaultier. Ce n'est pas la personne que j'ai connue au début de ma carrière, enfin je crois que je l'avais rencontrée quand j'étais tout jeune designer. Elle m'avait beaucoup impressionné. Et il y a d'autres gens comme ça qui m'ont aussi beaucoup appris. Et j'ai appris beaucoup d'eux parce que je voyais bien qu'ils avaient un état d'esprit différent. J'ai eu une rencontre avec Jean-Louis Dumas-Hermès, qui a été pour moi un des très grands souvenirs que j'ai, avec aussi Maurice Roger, qui était le patron de Dior. J'ai eu des conversations complètement surréalistes. Et puis aussi avec d'autres gens dont je ne me souviens pas des noms pour tous, mais je me souviens d'un patron du marketing de Herta, vous voyez, c'était des saucisses. Et j'ai travaillé avec lui à l'époque de mon agence Raison Pure,
Et lui, il était aussi comme moi, un ancien philosophe. Et donc, on a passé 30 minutes de présentation et pratiquement toute l'après-midi en parlant de philosophie. C'est pour vous dire que la philosophie mène à tout, mais c'est surtout la curiosité. La curiosité est une des valeurs fondamentales de la création. C'est comme on ne peut pas créer si on n'est pas curieux et si on n'a pas de la culture. La curiosité, c'est en fait le flair, aller chercher un peu partout dans toutes les informations qu'on peut avoir dans le monde. Et le savoir-faire s'améliore avec ça. Après, la créativité, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, pas propre à tout le monde. Ça, il faut bien le dire. Je connais quand même beaucoup de designers. Je vais être très franc, je n'en respecte pas beaucoup. J'ai rencontré Philippe Starck, qui lui est quelqu'un que je respecte. Et on a sympathisé lors d'une remise de prix. Mais c'est un homme très intelligent. Il y a des créatifs intelligents. J'ai eu la chance et l'honneur de former aussi des patrons d'agences de design qui, comme ils me l'ont dit après, ils en ont bavé avec moi. Bah, c'est vrai, je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même avant des autres, mais c'est vrai que je suis très 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 exigeant. Et je le suis pour moi-même essentiellement. Alors, le design, ça commence par quoi? D'abord, il y a plein de sujets qui peuvent être abordés dans le monde du design. Donc on va simplifier, on va parler par exemple d'un homme, moi, qui veut créer une marque, laquelle on va voir, de montres, c'est ce que je voulais faire, et où est-ce que je vais aller? Alors, comment aborde-t-on un sujet de création de marque, d'entreprise donc, et comment procède-t-on? La première chose qu'il faut avoir quand on veut créer une marque, c'est d'abord avoir une vision. Il faut se dire, alors par exemple, moi j'avais envie de faire de l'horlogerie. Ça fait 20 ans que j'ai envie de faire de l'horlogerie, enfin non, ça fait même depuis tout petit. Mais en tant que designer, j'ai travaillé 35 ans, j'ai toujours rêvé de dessiner des montres. J'ai dessiné beaucoup de flacons de parfum, j'ai été très connu pour ça. Mais c'était toujours une petite frustration. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne me fait pas faire une montre? J'aimerais bien. Et comme on me l'avait déjà dit dans le monde de la parfumerie, oui, mais tu n'as jamais fait de flacon de parfum, donc comment saurais-tu faire un flacon? Ça, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté parce que je suis quelqu'un de pugnace. Et donc, j'ai dit, je ferai des flacons, et j'en ai fait. Et d'ailleurs, les designers qui à l'époque me disaient que j'y arriverais pas, 10 ans plus tard, évidemment, c'était tous mes amis. Hein, j'étais quelqu'un de formidable qui avait tout réussi. Non, je vais vous dire une chose, moi quand je finis une création, je suis déjà dans la suivante. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui regarde en arrière. C'est pour ça que d'ailleurs, entre parenthèses, dans ma marque, j'ai mis bien après 1775. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas derrière, je regarde devant. Le monde, le temps, la vie, elle s'écoule devant. La vie qui est passée, ben, elle est finie, elle n'existe plus. Alors, on va aller de l'avant. Créer une marque, c'est d'abord réfléchir à une idée. Alors, le mot concept, je vous conseille de le mettre dans la cuisine, avec les épices rares. À la Sorbonne, j'ai utilisé très peu le mot concept. Quand je suis arrivé dans le métier du design et de la communication, les gens utilisent le mot concept pour tout et n'importe quoi. Ça c'est concept, ça c'est pas concept, enfin c'est risible. C'est un petit peu comme une épice rare qu'il faut utiliser très peu. Alors, il faut réfléchir à une vision. Alors là, il y a plein de moyens pour réfléchir à une vision. Il y a à regarder ce que font les autres, se dire tiens, moi je prendrais plutôt cette direction, essayer d'établir un espèce de plan, vous voyez, comme une carte du monde avec les produits dans lesquels on veut rentrer, notamment moi c'était les montres. Je me suis dit tiens, si je devais faire une marque de montres, vers où j'irais? Ah, grande question. Est-ce que j'écoute tous les gens qui parlent de Rolex
et qui parle d'Oméga, et qui parle de Patek Philippe, et qui parle toujours des mêmes choses? Ou est-ce que je me dis, Federico, toi, tu vas créer quelque chose de particulièrement différent? Eh bien, je suis parti sur quelque chose de différent, mais qui avait existé. Ce qu'on appelle en définitive de l'optimisation temporelle, à savoir une remise à niveau ou un clonage du temps moderne avec une sorte de mémoire et de culture du passé, ce qu'a fait d'ailleurs très bien Philippe Starck. Il a travaillé sur des produits, le médaillon Cartel, donc la chaise, eh bien c'est un médaillon Louis XVI, d'accord, comme ma grand-mère avait, sauf qu'il est en injection. Ça paraît peu de choses, mais c'est fondamentalement incroyable. Une deuxième chose qui est importante, c'est que les créations ne doivent pas être orphelines. Une création orpheline, comme je le disais à tous mes élèves, est une création qui ne dure pas dans le temps. Reprenez l'histoire de l'art, reprenez l'histoire de la pensée humaine, de la philosophie, faites de l'épistémologie, vous comprendrez très vite que tout a un séquençage. Reprenez dans la mode les choses et vous verrez aussi qu'il y a un effet de bascule, des choses qui s'en vont, des choses qui reviennent. Mais les bases, elles sont là. Un couturier qui reste, c'est parce qu'il sait faire du patronage, comme Jean-Paul Gaultier, comme Azine Alaya. Les crétins qui font du marketing, bon, qui font peut-être de l'argent, je ne les citerai pas, sont en général les plus désagréables, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des créateurs de mode, et certains sont vraiment imbuvables. Mais d'autres sont fantastiques. La création, par conséquent, c'est de se dire, bon, je vais prendre un parti. Je vais décider de quelque chose qui est qu'on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver avant de... même quand on a dessiné un coup de crayon, si ça va être commercial, pas commercial, mais il y a des tas de paramètres. Parce que si on rend le spectre plus complet, il faut se poser la question, je fais un produit, voilà la direction, on va dire, artistique que je lui donne, voilà aussi le target price auquel je voudrais arriver, j'analyse un petit peu le marché, je regarde un petit peu comment sont faites les choses. Attention, on pose tout le temps la question de la cible, question complètement ridiculement bête. En horlogerie, tous les clients sont des cibles. Après, il y a les clients qui achètent des montres à 1000 €, d'autres à 500, d'autres à 10 000 et d'autres à plusieurs millions. Voilà, à part ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Mais ça rentrera en compte dans la production. L'orientation que vous voulez donner à votre projet, il faut la définir. Voilà, il faut se dire, je vais tracer vers cette trajectoire. On crée le point de départ. Et par exemple, je prends mon cas, j'ai décidé de faire des montres et je me suis dit, je suis une petite marque. Aujourd'hui, si je vais chez un horloger, entre Tissot, Belleros, Omega, machin, tout ça, c'est un peu tout pareil. Les montres sont un peu les mêmes. En fait, les gens s'ennuient finalement un peu dans l'horlogerie. Moi, je ne suis pas un horloger suisse. Moi, je vais mettre des palmiers en Suisse. C'est pas pareil. Je vais planter des orangers là-bas et des manguiers. Eh bien, c'est avec cette idée qu'on se dit, tiens, je suis parti sur l'ellipse avec une observation qui m'est venue du hasard de la vie. Le hasard, c'est que je prenais le Concorde régulièrement, l'avion donc qui partait entre New York et Londres, et Paris, et j'ai pris ce supersonique et j'ai découvert en fait la forme de la Terre à 20 nautiques, c'est-à-dire qu'on voit une courbe elliptique en fait, qui fait une courbe et non pas un plat. Et dans cet avion, qui est aussi magique, eh bien, j'étais en train de réfléchir à ma collection de montres et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant une forme elliptique parce qu'elle correspond un peu aux lois de l'univers, donc aux règles de Kepler que j'ai étudiées à la Sorbonne, avec Galilée, avec les scientifiques de cette époque. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne base de réflexion pour
la marque. Alors, je ne suis pas astronome, mais je me suis inspiré de cet imaginaire. Enfin, qui n'est pas un imaginaire d'ailleurs, qui sont des règles finalement. Mais quand on les lit pas comme un scientifique, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, puisque je ne suis pas mathématicien ni physicien, moi je les vois d'une façon poétique. Et du coup, j'ai commencé à faire cette forme elliptique, et je me suis dit, elle est extrêmement, c'est une forme puissante, et une forme féminine autant que masculine. Alors, j'ai commencé par ce parti pris-là. Il faut bien commencer par quelque chose dans la création. Donc pour une marque, si vous créez une marque, il faut que vous partiez d'un point. Vous vous dites, c'est là, de là que je démarre, et puis je vais essayer d'aller dans cette direction. Et bien la direction, après, peut-être que vous allez, elle va flancher dans un endroit, et puis dans un autre. On ne le sait pas au départ, vous savez. Je pense qu'on ne peut pas savoir tout, parce qu'il va falloir travailler beaucoup pour arriver au produit, et quand on aura le produit, eh bien, on saura vraiment où on est. Alors, de point en point, j'ai commencé cette forme elliptique, j'ai commencé à regarder les mouvements, j'ai commencé à m'intéresser, alors, comme un poète du temps, pas comme un technicien du temps, ce que sont certaines marques horlogères. Moi, je cherche plutôt les personnes pour qui la technique pure de la montre n'est pas le truc le plus important. C'est pas la seule règle de choix. Ce que je cherche, comme vous le voyez, elle est d'abord ergonomique, elle n'est pas non plus grande, pourtant elle a l'air grande en photo, mais elle n'est pas aussi grande que ça. Eh bien, elle a au moins une présence singulière. Bien sûr, je me doutais bien qu'elle ne plairait pas à tout le monde. And so what? Les grands créateurs, que ce soit en peinture ou en beaucoup de domaines, ont fait des créations qui n'étaient pas forcément, je dirais, adoubées par tout le monde. C'était parfois des choses que les gens, au début, ils s'interrogeaient. Quand le cubisme est né, pour ne parler que du cubisme, parce qu'on pourrait parler aussi du caravagisme, je veux dire de peindre une vierge qui a l'air de souffrir avec une peau comme si elle était malade, ça ne se faisait pas à la Renaissance. Et pourtant Caravage l'a fait. Il peignait des morts. Bon, c'était un bagarreur, alors il allait sur des joutes et il peignait les gens. Tout ça pour dire que, en fait, voilà, il faut une vision, il faut un parti pris et il faut s'y coller. Une fois qu'on a campé ça, donc j'avais dessiné mon ellipse, après je suis rentré dans le détail. C'est-à-dire que, comme je suis un amoureux de montres et que j'en collectionne, j'en ai de plein de types. J'ai des Bicompax, j'ai des 24 GMT, j'ai des chronographes, ça j'en ai en quantité. J'adore les chronographes. J'adore la mécanique. La montre pour moi est un cœur mécanique. Il calcule quelque chose de complètement abstrait. Voilà. Vous entendez le temps? Il n'y a rien. Hein. Si, il y a les voitures. Voilà. On n'entend rien. On le voit? Je ne vois pas de temps, moi. Si, sur moi, oui. Enfin, sur tout le monde. On le voit sur notre corps. Alors, je dirais, je suis parti pour créer une collection. Alors, en réfléchissant à ma collection, j'ai commencé par, alors, ce qu'on va dire, c'est le méta-discours. D'accord? Une marque, c'est d'abord une marque, donc, pourquoi elle s'appelle Restrepo? En fait, je vais la faire simple. Quand j'ai commencé ce projet, j'étais dans une situation de santé très délicate. Je me suis mis à travailler. J'ai d'ailleurs appris l'ordinateur, Photoshop, Illustrator, tout seul de chez moi. Et j'ai décidé de continuer dans la voie du design et de continuer les montres. J'ai produit tellement de projets de montres parce que je dessinais dans tous les sens de tout ce qui me passait par la tête en termes de montres. Et je suis allé les montrer à monsieur Michel Gutten, qui était donc président de Lancel et au board de Cartier. Il m'a dit, c'est formidable, c'est très très beau, qu'est-ce que tu veux en faire? Et alors moi j'avais bâti une marque qui s'appelait Streamline, parce que j'aime bien le Streamline, ça me faisait penser à Raymond Loewy aux années 50 et 60. Bon. Et puis monsieur Gutten m'a dit, mais écoute, on peut trouver des investisseurs pour toi,
mais en aucun cas on l'appelle Streamline. Ça va s'appeler Restrepo, sinon on fait rien. Bon, j'ai dit ok, Restrepo, pourquoi pas. Moi je me rends pas compte, c'est mon nom de famille depuis maintenant 61 ans. Alors bon, je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Je le vois pas objectivement, ça pour le coup. Vous voyez, là c'était ce qu'on appelle un angle mort pour moi. Alors, quand je suis parti sur Restrepo, eh bien, il a fallu que je baptise, parce que si ça s'appelle Restrepo, ça doit parler d'un personnage vivant, dont moi. Et donc, je suis rentré dans le monde de la féerie de ma famille, qui est très diversifié, et que vous pouvez voir sur d'autres vidéos qui ont été faites, qui racontent un peu la généalogie de mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma grand-mère qui était une des premières femmes pilotes de France, d'avion et de voiture d'ailleurs aussi, mon grand-père aussi, enfin les hommes pilotaient depuis plus longtemps. Et du coup, j'ai commencé à bâtir cette féerie. Mon arrière-arrière-grand-père était le bâtisseur de la Sorbonne. Donc j'ai étudié dans la salle Néno, qui est celle de mon arrière-arrière-grand-père, à la Sorbonne. Et il a fait aussi le pavillon des Nations à Genève. Landowski, c'était l'oncle de ma grand-mère, qui a fait donc le Christ du Corcovado. Et dans ma famille, on a vécu au milieu de Botero, Garcia Marquez, Villayonga, Soretura, bon, des intellectuels de beaucoup de pays d'Amérique du Sud et d'Espagne. Bon, ceci dit, ça, c'est simplement pour vous dire que, voilà, là, j'ai essayé de reprendre là-dedans un petit peu de mon vécu. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux raconter. Et mes histoires de montres sont des histoires, des petits contes, finalement. Donc, Caballeros sin Armas, c'est un hommage à mon père, lecteur de Cervantes dans le texte espagnol d'origine. C'est pour vous dire à quel point il était érudit. Parce que, très franchement, moi, je n'arrive pas à le lire. Mais enfin, je lis Hegel, hein, donc bon, chacun son truc. Et puis, je dirais, voilà, j'ai essayé d'implanter Hasta la Victoria, c'est évidemment une histoire pour moi de Che Guevara, donc la révolution cubaine, l'Amérique du Sud, c'est quand même aussi le réalisme magique, surtout la Colombie. Eh bien, tout ça, c'est ce qui m'a formé quand j'étais petit et qui se retrouve de près ou de loin dans mes créations. Mais ça, c'était pour raconter une histoire. Et puis, l'histoire du Concorde est évidemment le fil rouge de la marque. Parce que, en termes de marketing, une marque doit avoir un fil rouge. Comme dit mon associé, il me dit, il faut l'inculquer à la masse, et puis il y a l'effet de halo. Ça lui plaira si je raconte ça. Il a raison. Mais il faut aussi de la respiration. Alors, de là est née donc la marque Restrepo Watches, qui a développé dans un premier stade 5 collections, plus une 6e maintenant qui voit le jour maintenant, qui sont des collections de montres, chronographes, complications, 24 GMT, et tout ça en une fois. Alors ça, c'est un petit peu osé, il faut bien le dire. Je ne le recommanderais pas à tout le monde,